philosophie de l'ouvrage est la suivante, c'est-à-dire que la raison, depuis quand l'homme a-t-il pris conscience de sa raison ? Bon, depuis quand l'homme a-t-il pris conscience de sa pensée, mais aussi de sa raison ? Alors on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que depuis que l'homme sait écrire, on se rend compte qu'il commence à prendre conscience de la raison, et surtout avec les Grecs, il a commencé à philosopher et donc à prendre conscience de la raison. Et donc, petit à petit, on voit que la raison devient plus importante. On a les philosophes qui s'y intéressent, et puis, au bout d'un moment, les scientifiques commencent à comprendre comment utiliser la raison. Et je dois dire que le grand philosophe qui a permis de réaliser les différentes modes de raisonnement que l'on a dans la tête, c'est Kant, avec la raison pure et la raison pratique. Mais avant ça, on a eu un duo qui, avant, et on a eu Platon et Homère. Homère, qui bien avant Platon, faisait de la mythologie, et Homère, philosophe, a séparé la mythologie de la philosophie. Et ensuite, au temps de Descartes et Galilée, on a vu la philosophie se séparer de la science. Alors la raison pour la science, elle est très particulière. Pour faire de la science, la raison est très particulière. C'est une démarche scientifique qui commence par on observe, on fait une hypothèse avec sa raison, puis on a une théorie, on fait des mesures, on fait des expériences, des mesures qui montrent que la théorie est juste ou fausse, et ensuite on refait une boucle et on recommence ainsi pour converger vers ce qu'on pourrait penser être la vérité. Alors, est-ce que c'est complètement la vérité ? Est-ce que l'hypothèse a une valeur explicative ou une valeur de vérité ? Ça, on n'en est pas complètement sûr, mais en tout cas, c'est comme ça. Et l'arbitre, surtout, l'arbitre de la raison ou du raisonnement, c'est la mesure. La mesure est objective, et donc elle a permis à la science de progresser terriblement après Galilée. De l'autre côté, vous avez la raison pour, je dirais, différencier le bien du mal. Et celle-là, elle est beaucoup plus subjective, parce qu'elle fait aussi intervenir les sentiments. La raison pour la science ne fait pas intervenir les sentiments. Mais la raison subjective, la raison entre définir si on doit faire une action ou une autre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, alors là, on fait intervenir toute une notion de société et puis de sentiments. Au fond, est-ce que j'ai le sentiment que ce que je fais, c'est bien, ou est-ce que j'ai le sentiment ? Donc, il faut bien séparer les deux parties de la raison. Et ce que l'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est que la raison, je dirais, subjective, la raison pour agir, elle se casse complètement la figure, et les gens n'ont plus de repères, et même ça commence à impacter la raison pour la science, parce qu'on voit beaucoup de gens qui donnent leur opinion au lieu de faire un raisonnement scientifique. Et si je voulais mettre un peu la sonnette d'alarme en disant « attention », il faut bien garder les deux séparés dans sa tête, il ne faut pas faire du et en même temps, ça n'a pas de sens, il faut bien garder les deux choses séparées dans sa tête et progresser dans cette différence entre les deux raisons et protéger la raison scientifique. Alors, comment les appliquer à la Grande Muraille Verte ? Eh bien, justement, il faut essayer de sortir de l'empirisme. C'est-à-dire, l'empirisme, c'est très bien, c'est parfait, on utilise tout ce que nos prédécesseurs ont trouvé. Mais il faut aussi commencer à se dire comment, par exemple, on n'a toujours pas compris ce que c'était que la photosynthèse. On n'a toujours pas, et pourtant on nous parle toujours de piéger le carbone. Alors la photosynthèse c'est extraordinaire. La plante, avec sa feuille, il y a dans l'air de l'eau, de l'humidité comme partout quand il y en a, et puis du CO2, et la plante prend à la fois le CO2 et la vapeur d'eau pour faire de l'oxygène et du glucide. Et le glucide, c'est bon, c'est du sucre. Et la plante se nourrit de son glucide qu'elle vient de faire à partir du CO2 et de l'eau et grossit. Mais la nuit, il n'y a pas de lumière, parce qu'elle fait ça que sous la lumière, puisque c'est la photosynthèse. Et la nuit, il n'y a pas de lumière et la plante respire comme nous. Donc en fait,
le stockage du carbone que l'on a dans les plantes, il provient de leur grossissement, du fait que les plantes grossissent et donc on peut comme ça stocker du carbone. Il ne faut pas s'imaginer que quand on plante un arbre n'importe où, n'importe comment, on va faire un stockage de carbone extraordinaire et que ça va nous éviter tout le carbone que l'on en renvoie dans l'atmosphère. C'est pas vrai. Et ça, c'est très intéressant au niveau de la Grande Muraille Verte parce que c'est ainsi que l'on a compris un peu comment fonctionnaient des arbres comme le balanites qui sont extraordinairement riches de produits et donc pour se dire dans la construction de la Grande Muraille Verte qui est une muraille verte, comme son nom l'indique, pour nous protéger de la désertification, permettra de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire, même si on n'a pas complètement compris comment c'était. Donc la science a un rôle extrêmement important au niveau de la compréhension des mécanismes que l'on observe dans la nature et ensuite alors parfois on les utilise en chimie pour faire des choses artificielles.